Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Marie-France. Elle nous confiera comment elle a dépassé son manque de confiance en elle, comment elle cultive la pleine conscience pour trouver la paix d'esprit seule, sans aller la chercher à travers les autres. On parlera dépendance affective, amour de soi, responsabilité et entraînement. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 14. Bonjour Marie-France. Bonjour Virginie, ça va bien? Oui, ça va très bien et toi? Oui, vraiment. Je suis vraiment contente de parler avec toi aujourd'hui. Oh, ben moi aussi. Et je pense que les auditeurs auront reconnu un petit accent. Tu vas rapidement nous dire qui tu es et où tu vis. Oui, mais moi, je suis Marie-France Gagnon et j'habite au Québec. Donc, Oui. de là, le petit accent, je vais essayer d'utiliser un vocabulaire que vous allez me suivre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça fait tellement plaisir de repartir virtuellement au Québec, puisque dans mes invités, j'ai de nombreux Québécois et c'est toujours un plaisir d'aller voyager outre-Atlantique. Alors du coup, toi, Marie-France, tu vis au Québec. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, mais je te dirais que d'abord et avant tout, je suis maman de 3 jeunes enfants. Donc là, on parle de 5 ans, 6 ans et 8 ans. Je commence avec ça parce que c'est vraiment ce qui occupe la plupart de mon temps Eh oui. et de mon énergie. Oui. On manque pas d'action, en tout cas, par chez nous. Oui, Et je suis j'imagine. aussi, évidemment, là, coach dans l'enseignement de la pleine conscience et professeur de yoga là, depuis plus de 18 ans. Donc, j'enseigne autant aux adultes qu'aux enfants. Oh, super. Ça doit être un beau métier et en même temps, voilà, faut avoir de l'énergie pour canaliser ces petits bouts qui des fois nous donnent du fil à retordre. En fait, oui, tellement. Et moi, j'aime dire que les enfants sont comme des maîtres, hein, dans le sens Eh qu'ils nous oui, enseignent beaucoup sur nous-mêmes ça et c'est ils sûr. nous aident à avoir une belle maîtrise de soi. Ça me Ouais. permet vraiment d'intégrer les enseignements de la pleine conscience dans mon quotidien. Et tu sais, j'offre ces cours-là, en fait, en personne, oui, mais j'ai aussi des retraites où est-ce qu'on part tout un week-end, où est-ce que j'accueille les participants, surtout à ce moment-là, des adultes. Et j'ai aussi des programmes en ligne là, pour accompagner les gens. Pour ce qui est des enfants, c'est vraiment à travers les écoles et les camps de jour que je vais les accompagner là, dans la pleine conscience. Super, un chouette programme. Aujourd'hui, Oui, on va un peu rembobiner le cours de ta vie et puis on va partir à une époque où, alors je dis pas qu'aujourd'hui tout est simple, hein, mais en tout cas on va partir à une période de ta vie où c'était vraiment pas simple du tout. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces problèmes-là? Oui, en fait, il y a eu plusieurs choses, évidemment, tu sais, comme toute personne, on vit plusieurs défis dans une vie. Je crois que dans les moments où ce que ça a été difficile pour moi, il y a eu beaucoup le doute qui était présent, le doute de moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à transcender en plusieurs étapes, en fait. Mais, tu sais, si je pars, étant au secondaire, par exemple,
c'était très difficile, là. J'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Oui. Pour moi, j'étais dépressive, avec pas le goût de vivre, hein. J'avais même des pensées suicidaires. D'accord, oui. Oui, c'était très difficile à ce moment-là, beaucoup dans l'isolation aussi. Et au cours de ma vie, bien, c'est sûr qu'il est arrivé différentes choses qui m'ont permis d'évoluer, de cheminer là-dedans, mais le doute de moi a été très, très présent très longtemps, à différents niveaux, à différents stades de ma vie. Et de plus en plus, je me suis outillée à travers ça. Mais c'est ça, à travers les différents obstacles, mais tu sais, il y en a eu plusieurs, là. Tu parlais que Il y a quand eu... tu étais, oui. tu disais qu'au secondaire, tu étais plutôt dépressive, voilà, avec des pensées négatives, suicidaires. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu avais, comment dire, est-ce que tu avais l'envie de trouver des solutions ou est-ce que c'était tellement fort pour toi que tu subissais cet état-là? Effectivement, je subissais cet état-là, puis il faut dire qu'il y avait le contexte familial aussi, des fois, qui était moins évident. J'ai des très bons parents, hein, j'ai une très bonne relation avec eux, mais quand même, il y avait différentes choses que, tu sais, en étant adolescente, Oui, quand on prend les choses oui. personnelles, on a besoin de trouver notre propre identité. Et Mhm. c'est ça. En fait, je le vivais très difficilement, là. Non, j'étais pas à la recherche de solutions à ce moment-là. Pour moi, la vie, c'était comme si, dans ma perception, là, à ce Oui, moment-là, c'était comme si on venait sur Terre pour travailler, payer nos comptes, puis souffrir, en fait. Puis ouais. pourtant, à ce moment-là, j'étais juste à l'école, là. Oui, pour toi, la vie Oui. était difficile, c'était comme ça et c'était comme si c'était un passage obligé, en fait. Exact. Puis je regardais, en fait, parce qu'à ce moment-là, on s'entend, moi, je travaillais pas, puis je n'avais pas à payer des comptes, mais Oui, je regardais les gens, mes oui, parents et les gens qui nous entourent, et je trouvais que ça manquait de sens. ouais, Mais j'avais moi-même, en fait, pas trouvé le sens à ma c'est propre ça. existence à ce Mmh. moment-là. Ouais. Et ça a continué après cette situation-là? C'est-à-dire qu'en grandissant, devenant adulte, tu avais encore ce sentiment que c'était difficile et Non, en fait, ça a été, je te dirais, un des premiers points de bascule de ma vie. oui, Moi, à 15 ans, j'ai eu un amoureux qui était plus vieux que moi, là, de 5 ans, hein. Lui avait 19 ans, j'en avais 14 oui. à ce Oui, moment-là. Et à 15 ans, j'ai déménagé en appartement avec lui. Donc, je suis d'accord. partie très, très jeune, oui, en appartement à 15 ans, là. Tu sais, j'ai fini quand même mes études au secondaire, nous, au Québec. Je ne sais pas en France comment vous appelez les années Le scolaires, secondaire aussi, oui, le mais secondaire. ah bon, OK. Oui, Alors, j'ai fini mon secondaire et j'avais un emploi, en plus d'aller à l'école secondaire, pour payer mon loyer. Et d'accord. ma belle-maman, à cette époque-là, hein, la maman de mon amoureux, elle Oui, était professeure de yoga. Et d'accord. elle m'a guidée, en fait, là, à commencer le yoga. Bon, à ce moment-là, au départ, c'était une cause physique parce que j'avais des douleurs au dos et j'étais allée voir le médecin. Il m'avait dit que j'avais une scoliose, qui est une déviation de la colonne vertébrale. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga. Et j'ai vu les bienfaits du yoga sur tout le côté émotionnel. Donc oui, Ah, dans oui. mon corps physique, parce que ça m'a aidé à libérer les tensions, ça a renforcé les muscles le long de ma colonne vertébrale. Donc, Oui. plus je pratiquais le yoga, moins j'avais de douleur dans mon corps. Mmh. Et j'ai rapidement vu l'impact émotionnel. Donc, dès l'âge à peu près 17 ans là, que j'ai commencé le yoga, bien là, ma belle-maman à l'époque m'avait parlé d'une fin de semaine de développement personnel, un centre très reconnu ici au Québec qui s'appelle l'Institut du développement de la personne. Et Oui. c'était à l'âge de 17 ans que je suis allée faire cette fin de semaine de transformation-là, que je peux mettre entre guillemets, là. Et Ça oui, s'appelait Éveil. d'accord. Et Et ça ce a que j'ai été envie un véritable éveil. ouais, ce Oui. que j'ai envie de te dire là, c'est que si Oui. finalement tu n'avais pas eu cette douleur au dos, tu n'aurais Oui. pas peut-être fait du yoga et tu n'aurais pas découvert les bienfaits parce qu'au départ, quand tu fais le yoga,
c'est pas dans une optique de gérer tes émotions, c'est dans une optique vraiment de soin de ton corps et de gérer tes douleurs au dos. C'est ça, en fait, au départ. Dans mon choix à moi, oui. Moi, ça a été ça. Ah oui, Faut dire quand même, tu sais, si on rembobine encore plus loin, oui. je suis un peu comme Obélix quand même. J'ai tombé dans la marmite, là. Ma maman, elle avait une boutique ésotérique quand j'avais 10 ans. D'accord. Oui. Oui, exact. Elle avait ouvert ça dans la maison. Ma maman faisait pas de yoga, mais on avait des pyramides de méditation à la maison, où est-ce qu'une pyramide de 6 pieds par 6 pieds, où est-ce qu'on se couche dedans, puis qu'il y avait de la musique et on méditait. Tu sais, j'ai toujours quand même eu cet éveil-là à la spiritualité, mais D'accord. quand même, il y avait, comme je vous disais, il y avait quand même un conflit là, qui était là à l'intérieur de moi. Oui, Et oui. c'est vraiment le yoga, oui, qui m'a amené vers une certaine intégration, je pourrais dire, de tout le bagage que ma maman me transmis, Et mais oui. que j'étais pas nécessairement réceptive à ce Mmh. moment-là. Ouais. Oui, comme si tu avais amagasiné un certain nombre de choses, de connaissances, mais que tu les avais pas transformées vraiment pour les intégrer. Tout à Tu fait. n'avais pas vu les effets, en fait, de toutes ces choses-là. Tu ne voyais pas les effets. Et là, tu commençais à les voir, ça commençait à se dérouler. Oui, exact. Puis ça a été vraiment par tranche dans ma vie parce que Mmh. quand j'ai fait éveil, j'avais l'âge de 17 ans, mais je Oui. suis sortie de ce week-end-là et mes amies de filles, là, en revenaient pas, là, parce que je suis sortie de là. Pour moi, la vie est devenue un jeu. Et Ah, là, on est créateur de notre vie. Alors ça, c'est deux points majeurs des prises de conscience que j'ai fait en un seul week-end que je n'avais pas du tout avant de mettre les pieds dans ce bâtiment-là. Ouais. ben oui. En un week-end, il y a des choses qui se sont éclairées. Ah, beaucoup, en fait. Ça a donné un sens à la vie. Par la suite, je me suis mis vraiment à créer ma vie. Je me suis mis à m'amuser. Là, par contre, le doute de moi était toujours présent. Eh oui. J'ai pas eu la confiance comme ça en un clin d'œil, en un claquement de doigts, Eh c'est-à-dire. oui. Donc, ça a été tout un cheminement, mais ça a été un des plus grands points tournants de ma vie. C'est ce week-end-là de transformation là, à l'Institut du Et, développement de la personne. et surtout, ce que tu disais, c'est qu'au départ, tu nous dis que voilà, tu subis plutôt la vie avec cet état dépressif. Et là, déjà, à la sortie de ce week-end, tu réalises en fait que tu as le pouvoir en fait de changer les choses et que tu as le pouvoir de décision. Donc, déjà, tu passes d'un état je subis à un état je vais pouvoir Mhm. choisir, même si, comme tu le dis, la confiance n'est pas encore là. À ce moment-là, tu réalises Oui, que tu vas pouvoir faire tes choix et que ça va modifier peut-être le cours de ta vie. totalement, exact. Ouais, Ça a ouais. totalement modifié le cours de ma vie, oui. Et alors, à partir du moment où on se rend compte qu'on va pouvoir modifier le cours de sa vie, on va pouvoir avoir un impact, qu'on a une responsabilité là-dessus, est-ce que tu le vis d'une façon sereine ou est-ce que du coup, il n'y a pas un côté un petit peu angoissant de se dire oh, maintenant que j'ai réalisé que je vais être responsable de ma vie, ça veut dire que si ça ne se passe pas bien, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas ce passage un peu là comme ça? Mais je pense que ça, oui, mais de façon inconsciente, en Oui, fait. oui. Parce que à ce moment-là, tu sais, j'étais encore jeune, hein, à Et 17 oui, ans, oui, ben on non. n'a pas nécessairement des réflexions aussi avancées. Ouais. Donc, je pense que ça a été, en tout cas dans mon cas, ça a Oui, été vraiment de l'exploration, puis de le voir comme un jeu. Mais un d'accord. jeu qu'effectivement, je tombais souvent, je l'échappais souvent, jusqu'à temps que je fasse de plus en plus de cheminement. Et ça a été vraiment un point de départ. Parce que par la suite, le développement personnel, pour moi, a toujours fait partie de ma vie à partir de ce moment-là. Et oui. Et Oui. mais tu avais vraiment conscience que parce que c'est vrai que quand je t'écoute, je me dis: «Mais à 17 ans, 18 ans, c'est quand même déjà une sacrée réflexion, mine de rien, de se dire: "La vie est un jeu et je vais aller explorer pour voir ce qui se passe", en fait». C'est ça? De voir, Ouais. Oui, mais c'est déjà une oui. sacrée Mais réflexion quand même. tout à fait. En fait, je dois t'avouer que ce week-end de transformation-là est très, très bien bâti, hein. Il y a Oui, plusieurs ateliers et on en ressort vraiment avec des outils concrets, accessibles, que tout est à l'intérieur de nous, en fait.
Donc, Oui. ça a vraiment été des outils précieux que j'ai appris à appliquer là, à différents degrés, évidemment, et surtout étant adolescente, là, Et on se oui. le cachera pas, Et on oui. n'est pas nécessairement discipliné. En tout cas, dans mon cas, j'étais pas quelqu'un de très discipliné à cet âge-là, d'autant plus que j'étais déjà en appartement seul, hein. Et oui. Mais j'étais responsable toutefois. Ouais. Hein? En quittant jeune comme ça la maison, je suis devenue vite Et responsable. oui. Ouais. Ouais. Mais oui, une belle prise de conscience, oui, assez grande. Et je suis très heureuse, en fait, d'avoir eu la chance de faire cette prise de conscience-là, qui a été un point tournant de ma vie pour le reste maintenant, qui me permet aussi de le transmettre aujourd'hui. Mais bien sûr. Et tu parlais d'un Ouais. premier moment où effectivement il y a ce tournant, donc il y a ce week-end éveil là à tes 17 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes qui t'ont permis de continuer sur ton cheminement peut-être pour être plus en confiance, puisque tu disais à ce moment-là, le doute est quand même toujours présent en moi. Je fais les choses, mais je suis pas Mhm. pleinement dans la confiance. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes qui t'ont permis de travailler ça et d'avancer là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, je te dirais qu'il y a autant des étapes qui ont été des moments qu'on peut appeler des moments difficiles, qu'on peut appeler comme un moment de grande contraction, en fait, où est-ce qu'on a, je ne sais pas si vous utilisez cette expression-là en France, mais toucher le fond du baril. Oui, alors on Est-ce que vous dit dites ça? Oui. oui, toucher le fond de l'eau, oui, mais on comprend, on comprend. Oui. Mais ça m'est arrivé, j'ai eu des moments difficiles comme ça, comme par exemple, la fin d'une relation amoureuse avec quelqu'un que j'avais beaucoup d'espoir. Et cette fin de relation-là, j'ai replongé là, dans des pensées quasiment suicidaires. Mmh. Ça a été très difficile. Et j'avais une très, très grande peur d'aller habiter seule en appartement parce que j'ai toujours eu quelqu'un avec moi ayant déménagé jeune. Et Oui, cette rupture-là est arrivée là, à l'âge je crois que c'est à l'âge de 20 ans environ, 21 ans. Et oui. par la suite, je suis partie en appartement seul, même si tout le monde, j'avais plein d'amis qui me tendaient la perche et qui me tendaient la main pour se dire, viens habiter avec moi. Et je me dis, non, j'ai une peur, je dois sauter dedans. Fait que j'avais déjà quand même tu sais, c'était déjà en moi de dire, bien, quand on a une peur, c'est là pour une raison. Et oui. Et je suis allée en appartement et j'ai découvert plein de choses, en fait, d'habiter seule avec moi. Ça a été très bien. Par la suite, bien, il y a eu c'est ça, des moments autant difficiles que des moments que j'ai choisis consciemment. Par la suite, j'ai choisi consciemment une formation de professeur de yoga pour être certifiée parce qu'à 17 ans, j'avais ma belle-maman, comme j'avais partagé, là, qui m'avait enseigné le yoga. Et à l'âge de 20 ans, déjà, elle commençait à m'accompagner pour que je puisse enseigner à mon tour. Mais c'était pas une formation officielle, là. À Oui, ce moment-là, ouais. on parle de, j'ai 38 ans, là, donc on parle d'il Oui, y a 18 ans, le yoga n'était pas aussi présent que dans nos vies aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas autant d'écoles reconnues partout là, comme on a aujourd'hui. Et j'avais suivi ses enseignements à elle. Mais par la suite, là, c'est en 2010 là, que je suis allée chercher une certification officielle de yoga avec une très bonne professeure ici à Montréal. Là, c'est Sylvie Tremblay du Centre Yoga Sangha. Une oui, très belle formation qui m'a appris à devenir de plus en plus maître de moi-même. Donc, déjà, on commençait à s'observer. En yoga, on a des principes de yama, niyama qu'on appelle. C'est des principes vraiment d'observation de soi et qui a déjà été un premier travail d'observation où ce que j'ai pu devenir de plus en plus maître de mes pensées, de reprendre la maîtrise de moi-même. Donc, ça a été un choix conscient qui me fait oui. grandir. Et oui. Après ça, il y a eu, oui, 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 c'est ce que tu disais, oui, de plus en plus maître de tes pensées. Et ce qui m'a interpellée tout à l'heure, c'est que quand tu as parlé du fait que tu étais repartie vivre seule, que tu avais choisi de vivre seule alors que des amis t'invitaient à habiter avec eux et que tu avais besoin effectivement d'affronter cette peur, en fait, de sauter dedans. Et tu as dit, j'avais besoin d'aller habiter seule avec moi. Et ça, c'est oui, c'est hyper important parce que ça veut dire que tu avais besoin puisque tu n'avais pas jamais vécu seule en fait, à un moment donné, de te retrouver seule avec toi pour
apprendre peut-être plus à t'observer, ce que tu as fait après avec ta formation au yoga. Et ça, c'est peut-être une partie hyper importante dans ta vie, de te retrouver seule avec toi-même. Ah, vraiment, en fait, j'ai appris à m'apprivoiser, à encore mieux me connaître, mais Eh oui, surtout aussi au niveau de la dépendance affective. Tu sais, eh oui. j'étais très dépendante affective longtemps. Et là, à ce moment-là, bien, j'ai pu développer mon indépendance affective et de faire j'ai découvert beaucoup de passion aussi. D'habiter seule, c'est vraiment, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Virginie, ou Oui. c'est arrivé aux auditeurs Mm, là, mm. qui nous écoutent, Oui. mais c'est quelque chose d'habiter seul, de cuisiner pour soi seul, Mm. d'arriver du travail à la maison et d'être seul sans parler à personne, de cuisiner tout un repas pour être assis seul à la table. Pour moi, c'est quelque chose qui a marqué vraiment ma vie et que j'ai appris quand même à prendre goût là, à ça. Et pour occuper de mon temps, bien, je faisais des passions, le scrapbooking, des colliers, je faisais plein de choses, la méditation, le yoga. Et ça m'a vraiment permis de prendre du temps pour moi, de me découvrir, en fait. Et de prendre soin de toi aussi. De te dire, Totalement. Oui. de se dire aussi, je suis suffisamment importante pour me donner du temps moi, parce que c'est vrai que souvent on entend des fois les gens qui vivent seuls qui disent ah oui mais bon tu sais je suis seule alors à quoi bon hein, je vais pas me préparer à manger, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, mais ça veut dire qu'on ne se donne pas suffisamment d'importance pour pouvoir se faire plaisir. Et toi, tu as découvert en vivant seule que c'était important aussi de faire ça pour soi. Ça veut dire se donner de l'importance. Oui, exact. Puis j'ai commencé à le comprendre, mais encore là, je pense que c'est un peu inconscient pour certaines choses. Oui, Tu sais, oui, je l'ai fait parce que c'est le flow de la vie dans ce qu'elle oui, m'a emmené, mais oui. c'était pas nécessairement un choix conscient de dire OK, je le fais pour ça. Oui, Mais c'est plutôt des compétences que j'ai acquis à travers cette expérience-là. oui. Ouais, Mais ça peut être, tu ouais. vois, des clés quand même pour les Oui. auditeurs qui pourraient nous entendre, même si toi, tu l'as fait de façon inconsciente, mais aussi parce que tu avais un bagage en développement personnel, mine de rien, qui s'imprégnait en toi d'une manière inconsciente, mais qui te transmettait quand même des choses à faire. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute et qui vit seul, peut-être que des petites Mhm. habitudes, justement comme ça, de se préparer un bon repas, de prendre le temps de savourer, c'est-à-dire de prendre un bon bain, de se chouchouter soi-même, c'est quelque chose aussi qui peut contribuer à l'estime de soi et à retrouver ce plaisir d'être seul pour ne pas être dans la dépendance de quelqu'un d'autre ou attendre que ce soit l'autre qui nous apporte le bonheur. Je pense que tu vois, Exact, c'est une exact. clé vraiment très Oui. importante, c'est-à-dire faites-vous déjà des plaisirs. C'est sûr que c'est facile à dire comme ça. Ça va nécessiter peut-être au départ, c'est peut-être contre-intuitif, quoi. Le fait de se dire oui, mais je suis tout seul, ça sert à quoi de dresser une jolie table? Ça sert à quoi d'ouvrir une bonne bouteille de vin pour celui qui aime, voilà, qui aimerait boire Mhm. un petit verre de vin. Il ne s'agit pas de s'enfiler la bouteille non plus, hein. Mais de se faire des petits plaisirs, parce que je crois que certaines personnes qui vivent seules, ils gagneraient beaucoup à se faire plaisir à elles-mêmes en étant toutes seules, plutôt que d'attendre que les choses viennent de l'extérieur. Et sans jugement aucun, hein. Vraiment, je juge personne en Exact, disant ça, exact. mais ouais. Exact. Puis de faire des passions aussi. Ça nous Oui, aide vraiment à connecter avec soi, avec qu'est-ce oui, qui est important pour soi. Oui, oui. exact. Et toi, cette période où tu étais seule, tu l'as développée, comme tu dis, de façon inconsciente. Est-ce que ça t'a aidé après à travailler cette estime de toi, à travailler cette confiance en toi? Est-ce que tu l'as senti que ça t'avait aidé? Ah oui, c'est certain, parce que en étant dépendante affective au départ, bien, on fait tout pour plaire à l'autre, hein. Et Oui, là, de devenir seule, d'habiter seule, j'ai appris à faire des choses pour moi.
Et j'ai développé cette indépendance affective-là. Donc, à un tel point que lorsque j'ai déménagé avec mon conjoint, qui est mon conjoint actuel, en fait, Oui, lorsque j'ai lâché cet appartement-là, oui, euh, ça a été pour moi un grand saut, en fait. J'étais contente, évidemment, tu sais, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ma vie, mais oui. cet appartement-là a eu vraiment quelque chose de spécial pour moi et d'avoir ce petit moment de cocooning à moi seule et là, Oui, de partir pour une nouvelle vie avec quelqu'un, mais j'avais des outils où est-ce que je me sentais beaucoup plus forte, indépendante, affective, en fait. et oui. Mais j'avais encore à ce moment-là quand même certains doutes. J'ai réapprivoisé d'habiter avec quelqu'un, de vouloir plaire à l'autre. C'était encore présent, ça, pour moi, de faire les choses pour les autres. Parce que quand on doute de soi, il faut comprendre qu'on cherche souvent l'approbation. Et oui. Ben oui, moi, ça m'est arrivé. Là, je cherche beaucoup, beaucoup l'approbation des autres. Et à ce moment-là, c'était encore très, très fort, là, à un tel point que juste pour préparer un repas, j'arrivais pas à prendre une décision pour qu'est-ce que je vais manger. Ah oui. Parce que là, j'étais avec quelqu'un. Donc là, c'est OK, mais est-ce que c'est correct si je fais ça? Est-ce que je remettais beaucoup en doute? Et là, je réapprivoisais cette relation-là là, de partager avec quelqu'un. Et j'ai observé que le doute était encore présent. Oui. Ouais. Et comment, à ce moment-là, comment tu appréhendes les choses alors? Tu t'observes, tu te dis: «Voilà, le doute est encore présent», mais alors comment s'en défaire de ce doute? Ah, ben, en fait, ça s'est arrivé par comment les choses se sont présentées parce que quand on est dans le doute de soi, mais on fait, pardon, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Oui, bien sûr. Oui, parce Quand que on est dans le doute, s'observer, ouais, s'observer, c'est une oui, chose, mais après, c'est quoi faire de cette observation? exact. En fait, à ce moment-là, je suis pas sûre que j'en étais encore totalement consciente, Oui. mais bien sûr, je vivais avec cet aspect-là. Bien que les gens qui m'entourent te diraient que j'avais l'air d'une fille heureuse et bien en confiance, ce qui était le Mmh. cas quand même, parce que Oui, je repars du principe que j'avais été chercher, que la vie est un jeu et tout ça, mais oui. il y a des choses au niveau inconscient qui faisait que dans mes patterns, j'étais vraiment dans le manque de confiance, dans le doute. J'avais pas beaucoup d'assurance de moi, même si c'est à l'intérieur que ça se vibre, parce qu'à l'extérieur, ça transparaît pas réellement. Au contraire, les Mais gens, oui. quand je pouvais dire ça, ils faisaient le saut un peu. Mais là où est-ce que j'en ai vraiment pris conscience, c'est quand on frappe un mur. C'est par la suite, quand je suis devenue maman, et là, maman des trois enfants, où est-ce que mes trois grossesses très rapprochées, où est-ce que j'ai été enceinte, et quand mon premier enfant avait 12 mois, et je l'allaitais encore, j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, la première fille, Et oui. et j'ai allaité en étant enceinte jusqu'à quand mon garçon ait 16 mois. Donc, mon corps, c'était très demandant pour lui. Et par la suite, ben, j'ai arrêté d'allaiter à l'âge de 16 mois mon garçon. Oui. Et j'ai été enceinte, j'ai accouché de ma fille. Et quand mon deuxième enfant, ma première fille, a eu 12 mois, ben, j'ai retombé enceinte Ah oui, et je tu as l'allaitais enchaîné encore. les 3. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Et là, j'étais enceinte de mon troisième enfant. J'allaitais ma fille. Et elle aussi, même chose, je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 15 mois Ouais. dans son cas à elle. Et là, j'ai accouché de mon troisième enfant. Et lorsque ma dernière fille, ma troisième, a eu 15 mois, j'allaitais encore la nuit. Et j'ai frappé un mur, en fait. J'ai été en épuisement. Parallèlement, je lidais un projet, je chapeautais là, un projet d'école publique Oui. alternative ici dans ma région au Québec. D'accord. Et c'est un projet complètement bénévole. C'est un projet colossal parce que une école publique, mais c'est une école qui est gratuite et on Oui. présente ça à notre commission scolaire. Et nous, ici au Québec, on en a 41 à ce moment-là. Aujourd'hui, on en a plus, là, mais des écoles existantes comme ça. Et c'est né de parents. Donc, je me D'accord. dévouais
à faire Oui. plein de choses pour cette école-là, en plus de mes enfants, en plus de mon chum, et tout ça avec un manque de confiance, un doute intérieur, qui fait que j'ai été au-delà de mes limites, et j'ai fait un épuisement. Oui. J'ai complètement fait un épuisement, d'autant plus qu'en allaitant la nuit, ben, c'est qu'on dort plus. Eh ben On oui. dort pas, en fait. Exact, on Mais dort pas beaucoup. vu tout ce que tu as fait, Ouais, je comprends tout à fait que les gens de l'extérieur n'imaginaient pas du tout qu'il y avait un manque de confiance ou du doute. Parce que ouais, à ce moment-là, tu as 3 enfants rapprochés, tu te lances dans cette ouais. création d'école alors que tes enfants ne sont pas encore scolarisés, si? Non, même pas. Exact, non, exact. Il était pas rentré Voilà. à l'école encore. Mon Ouais, garçon, qui était le plus vieux, oui, avait à cette époque 3 ans. c'est Ouais, ça. Ouais, ouais. Mais ouais. donc l'épuisement, oui, je comprends tout à fait parce que quel courage, enfin Oui, ouais. oui. Puis parce que, tu sais, il y avait une certaine forme d'assurance qui était là pour partir des Oui, projets comme ça, mais pour oui, il y en avait une forme d'assurance. Mais on dirait qu'à l'intérieur de moi, le doute, les pensées telles que, tu sais, c'est pas assez, faut que j'en fasse plus, puis je le fais pour les autres, je m'oubliais beaucoup mais aussi oui. à ce moment-là, Mm. était très présente, en fait. Donc, c'est là où est-ce que l'épuisement, j'ai frappé un mur. J'ai Et frappé oui, un mur et j'ai oui. dû remettre certaines limites. C'est à ce moment-là que j'ai donné à ma troisième fille une suce. Vous savez c'est quoi une suce en France? Oui, hein? Vas-y, vas-y, dis-nous. Ben, c'est une sucette, je sais Oui, pas comment on dit, là, oui, tu sais, c'est ça. les bébés ont ça Une pour, oui, sucette ou une oui, tétine c'est ou ça. oui, mais c'est ça, Ah, oui, une oui. tétine, c'est ça. Nous, on appelle ça une suce Oui, ou une sucette. au Québec. Et puis, mais c'est quelque chose qu'on fait pas. On donne ça à un bébé, pas à un enfant de 15 mois. Et oui, Mais moi, je lui ai donné pour qu'elle puisse arrêter de me prendre pour c'est une ça. suce, Oui. pour une tutute. Et là, j'ai mis des limites, hein. J'ai mis mes limites et j'ai décidé d'aller refaire un week-end de transformation, de développement personnel, D'accord. parce que j'ai réalisé à ce moment-là que ça faisait depuis que j'étais enceinte. En fait, à mon garçon, j'avais fait une. Fait que ça faisait depuis à ce moment-là, à mon épuisement en 2016, là, ça faisait 5 ans que je n'avais pas fait aucune retraite de développement personnel. Oui. Et j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit non, je dois vraiment prendre un moment pour moi. Et c'est là où est-ce que je suis allée faire une retraite de yoga avec une amie. Et par la suite, à l'automne, j'ai fait une retraite de méditation pleine conscience Oui. et qui a été une véritable révélation pour moi, vraiment. D'accord. Là, ça a été Oui. le point, enfin, en tout cas, une nouvelle étape dans ton cheminement personnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux verbaliser, que tu peux dire ou c'est La, la pleine conscience, Virginie, là, pour être honnête avec toi, tu sais, il y a plein d'événements marquants dans notre vie, hein, que ce soit des petits événements, des grands événements. Mais pour moi, l'épuisement, je le vois comme une bénédiction parce que oui. c'est ça qui m'a amené à découvrir la pleine conscience. Et la pleine conscience a véritablement changé non seulement ma vie à moi, mais la vie de tous les gens qui m'entourent dans mon environnement Mmh. personnel, ma Et oui, famille, mes amis proches, et aussi maintenant des centaines d'élèves que j'accompagne, là. bien sûr. Et oui, c'est Mhm. ça, c'est que tu rayonnes maintenant autour de toi cette énergie que tu as fait émerger en fait. Ouais. En fait, la pleine conscience, ça a été un peu, je dirais, la suite du yoga. Le yoga qui m'a appris à devenir maître de moi-même, hein, Oui, peu plus sur le plan physique, même s'il y avait quand même l'étude des pensées qu'on avait en yoga, la pleine conscience a été, je dirais, un perfectionnement des yama niyama qu'on étudie en yoga, un perfectionnement de cette étude-là de notre discours intérieur. Et c'est vraiment la pleine conscience que j'ai réalisé l'impact du doute de moi, l'impact de ce syndrome-là, de chercher tout souvent à travers les autres ma propre paix d'esprit. Et
tu sais, bien qu'aujourd'hui, je connais tout ça, je peux pas dire que c'est intégré à 100%. Je l'observe que parfois, c'est un pattern qui a été tellement présent, en fait, pendant trop d'années dans ma vie que Oui. ça peut être encore là en subtilité. Et Oui, mais tu es parfois, je le capable vois pas de... ouais. Excuse-moi, je te coupe. Tu es capable Non, de vas-y. le passer de l'état inconscient à le passer à un état conscient. C'est-à-dire quand tu dis ça m'arrive encore, mais tu en prends conscience plus rapidement. C'est ça? Totalement, Ouais. effectivement. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça la beauté de la chose. Mais pour ça, il y a une clé, c'est de s'entraîner, c'est Oui. de continuer la pratique. Quand je l'observe, si on diminue la pratique, les patterns reviennent au galop, là. Et oui. Le chemin est déjà creusé, a été creusé pendant des années. Et oui. C'est sûr qu'on y retourne lorsqu'on arrête la pratique. C'est ça, c'est Pour important moi, pour les ouais, gens de se dire que c'est pas juste à un moment donné un déclic et que ça y est, tout est réglé. C'est comme un muscle, exact. c'est-à-dire qu'il faut continuer de s'entraîner. C'est très important, en fait. Et puis c'est à travers tous les années, il y a aussi des pistes où est-ce qu'on va faire, comme je le disais, un peu de l'enrichissement, en fait, de certains points. C'est pas parce qu'on voit quelque chose à une étape de notre vie que on l'a compris. Oui. Hein? Il y a comme une certaine couche de compréhension qui se fait, une certaine couche d'intégration qui se fait, et là, ça revient plus tard et on va refaire ce même enseignement-là, mais en intégrant encore plus profondément, encore plus avec de la maîtrise, de plus en plus. Ouais. Et la pleine conscience, tu vois, Virginie, ce week-end-là que j'ai vécu, bien, ça m'a tellement été pour moi une révélation, ça a tellement été pour moi un coup de cœur que j'ai décidé de suivre la formation pour devenir coach dans l'enseignement de la pleine conscience. Et ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait de toute ma vie. Si je regarde l'ensemble de ma vie, c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que je me suis fait. La première semaine de formation, parce qu'on partait en retraite durant une semaine, hein, durant en fait 5 jours. Et c'est drôle parce qu'on apprenait les enseignements avec une belle gang, dans un bel environnement. Et notre coach, à la toute fin, il nous dit maintenant, vous allez appliquer ces enseignements-là dans votre vie. C'est ça le réel défi, hein? C'est pas Mais de oui, l'appliquer dans un beau week-end, là. c'est ça, mais oui, c'est ça. Ouais. Pour devenir coach et pour accompagner les gens à vivre avec l'art de vivre en pleine conscience, il faut savoir l'intégrer dans notre vie, dans nos défis. Et là, il disait, c'est là que ça commence. Donc là, on retourne à la maison. Et Virginie, je ne sais pas si en France, vous n'avez entendu parler, mais ici, nous, là, on rembobine jusqu'en avril 2017 et nous, on vivait une première inondation historique. Est-ce que vous en avez entendu parler? Certainement, mais tu vois, j'ai pas ce souvenir. Non, en fait, c'était très intense. Pour nous, ici au Québec, ça a été des milliers de personnes qui ont été touchées. Nos lacs, nos rivières débordaient. Ça a été très intense. Et quand je suis revenue de cette retraite-là de formation, l'eau montait d'heure en heure chez moi. L'eau s'est mise à encercler la maison à un tel point qu'à un moment donné, on l'accueillait bien, on jouait bien avec ça. Là, je déballais en pleine conscience ce que je vivais. J'accueillais les émotions, la panique. C'est juste que là, je l'emmenais en pleine conscience et que je réalisais, au lieu de, tu sais, Virginie, en pleine conscience, ce que j'ai appris, c'est que souvent, on met la responsabilité sur les autres. Oui. Hein, ce que l'on vit, c'est comme si c'est la faute des autres. C'est à cause de telle personne que je vis telle chose, c'est à cause de telle situation que j'ai telle émotion. Mais en pleine conscience, on reprend notre responsabilité et on observe à l'intérieur de quoi, mais pourquoi je réagis à telle personne ou à telle situation. Et là, avec les inondations, j'ai vraiment intégré cette chose-là et je me suis mis à observer comment ça se passait à l'intérieur de moi. J'ai voulu aussi montrer à mes enfants d'apprendre à créer leur bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures.
Donc, on s'est mis à jouer. Mes enfants te parleraient des inondations, Virginie, puis ils vont juste te nommer des choses positives, que Mais leurs bottes oui. de pluie étaient remplies d'eau, qu'on ait fait de la planche à pagaie, hein, du SUP sur l'eau, c'est pour aller se promener dans les rues. C'est spécial quand même. On a fait plein d'activités. On se promenait en kayak dans notre cour, dans nos rues. Les enfants ont plein de beaux souvenirs. Oui. Et en fait, il y a eu un moment où est-ce que l'eau elle était tellement encerclée autour de la maison et que on pouvait plus utiliser. En fait, les égouts étaient pleins d'eau, étaient gorgés d'eau. Donc, on pouvait plus utiliser la douche, les toilettes, les lavabos. Donc, là, ça a été un problème. On pouvait plus habiter dans la maison. Oui. Et nous, mon conjoint pompait l'eau avec une pompe pour prendre l'eau, pour la rejeter à l'extérieur de la maison. Ça prenait 5 pompes pour rejeter l'eau à l'extérieur de la maison. Là, à ce moment-là, quand on a su qu'on ne pouvait plus utiliser le système d'égout, c'est une évidence qu'avec 3 enfants, je ne pouvais plus rester là. J'ai dû évacuer, mais je pleurais. Et je pleurais, Virginie, parce que je devais laisser mon chum seul. Et là, j'ai pu observer à l'intérieur de moi, mais pourquoi je pleure? Oui. Et ça, c'est la pleine conscience qui m'aide à au lieu de maudire les inondations, de dire, bien, ça se peut-tu, ça tombe sur nous, il y a des dommages sur la maison, c'est quoi le stress financier qu'on vit, le stress des enfants, puis de mettre mon attention sur tout ce qui est négatif et de maudire la vie en blâmant tout ça. J'ai repris ma responsabilité, puis j'ai regardé à l'intérieur de moi, mais pourquoi je pleure? C'est quoi qui se passe en dedans de moi? Et je réalisais que j'avais le sentiment, une fausse perception d'abandonner mon chum. Oui. Et en fait, je l'abandonnais pas. Mais c'était sûr. ça à l'intérieur de moi qui était présent. Et j'ai eu beaucoup de chance. Là. On avait des anges là, alentour de nous. Ça a été une de mes élèves de yoga qui me prêtait un appartement meublé, imagine-toi, qui était dédié à sa fille. Mais c'était un appartement dans sa maison à elle quand sa fille venait. Mais là, sa fille n'était pas là. Donc, elle m'a prêté cet appartement-là tout meublé. Mes amis ont rempli le réfrigérateur de nourriture. Moi, je suis déménagée avec les 3 enfants et 2 de nos chats parce qu'on avait 4 chats à ce moment-là. Et je peux dire que les chats étaient très malheureux. Avec une cour entourée d'eau. Ils ne pouvaient plus aller à l'extérieur. Mais que finalement, là, Virginie, j'allais voir mon chum à tous les jours. Donc, il était loin d'être abandonné. Là. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est très important ce que tu viens de nous partager parce que tu nous montres que notre responsabilité qu'on a face aux événements extérieurs, c'est-à-dire qu'on peut très bien choisir de maudire la vie, on peut très bien choisir de se plaindre, de dire c'est la faute des autres. Ça ne changera pas le problème, la situation, elle restera la même. On peut faire un autre choix. Et tu l'as dit, qui est d'apprendre à créer son bonheur malgré les conditions extérieures. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre cette responsabilité. Mais la responsabilité, c'est pas la culpabilité. C'est pas de dire « je suis responsable des inondations ». Non, par contre, tu es responsable de ta réaction par rapport à cet événement. Et c'est ce que tu as fait. Et ça, tu le dis par rapport aux enfants, tu as permis aussi à tes enfants, et donc c'est aussi ta responsabilité de maman, tu leur as permis de vivre les choses d'une façon différente et d'avoir des souvenirs différents. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de transmettre aux auditeurs. C'est que quoi qu'il arrive, on a la responsabilité de notre réponse, de comment on répond à ça. On ne changera pas la situation. Les inondations, tu ne pouvais pas les empêcher. Par contre, ta façon d'y réagir, c'était bien de ta responsabilité. Et tout après, d'accueillir effectivement ce que tu as dit, pourquoi je ressens ça, pourquoi je pleure, quel est mon sentiment, et de te rendre compte que non, en fait, tu ne l'abandonnais pas. Exact. Puis tu vois, je trouve que tu dis un bon point aussi, Virginie, par rapport aux enfants, parce que oui, pour moi, c'est important de leur montrer le bon côté des choses, qu'ils apprennent à voir la vie
d'une belle façon, hein, mais j'ai été aussi une maman authentique. Je me suis pas cachée pour pleurer quand même. Bien sûr. J'ai pleuré avec eux et j'étais authentique pour leur dire comment ça se passait à l'intérieur de moi. Et on les a accompagnés, hein, mon conjoint aussi, là, à voir à l'intérieur des enfants comment eux vivaient ça. Pour leur part, ben, il n'y avait pas réellement de stress parce que ben, un enfant pense plus à s'amuser qu'à autre chose et on a encouragé dans ce sens-là. Mais pour nous, pour moi, c'est important quand même de pas... de quand même être, comment je pourrais dire, oui, d'accueillir qu'est-ce qui se passe, mais de pas non plus cacher qu'est-ce qui se passe. Oui. C'est quand même gros des inondations, puis Bien on va sûr. se le dire, là, c'est pas agréable, là. Non, ça j'imagine, oui. Mais exact, mais c'est important de reconnaître ça aussi. Ah, c'est pas d'être dans le déni, de focuser sur le positif, c'est de reconnaître et de transformer la situation qui est dite négative et de s'en servir pour rendre les choses positives, pour mettre notre focus sur qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'amuser avec les enfants, c'est de faire des choses, c'est de protéger la maison du mieux qu'on peut, puis après ça, on ramassera les dégâts. Tu sais, ça a été beaucoup de petites séries comme ça d'actions qui est important d'accompagner les enfants, mais avec authenticité, puis pas de se cacher quand on vit ces émotions-là, ouais. Merci beaucoup Marie-France pour tout ce que tu nous as partagé, des belles choses sur voilà comment toi tu avais réussi à dépasser ce manque de confiance en soi aussi, que ça se travaillait, ce bel outil, ce merveilleux outil de la pleine conscience dont tu nous as parlé, qui évite aussi voilà d'aller chercher, tu l'as dit, d'aller chercher au travers des autres la paix d'esprit. Non, on va d'abord aller la chercher en soi. Ça va défaire aussi de cette dépendance affective qu'on peut avoir. La clé aussi qui est de s'entraîner, hein, qu'il ne suffit pas de le faire une fois, non, c'est tous les jours, hein, et c'est jusqu'à la fin, hein, je tiens. C'est pas un examen qu'on passe et une fois qu'on l'a, c'est bon, non, c'est de l'entraînement et puis cette part de responsabilité qu'on a. Et comme tu le disais très justement, il ne s'agit pas de se voiler la face. Hein. La vie, les faits sont les faits, on ne les change pas. Par contre, notre perception qu'on a de ces faits-là, on peut choisir de se morfondre, on peut choisir de sombrer, on peut aussi choisir de se dire quel est le message déjà dans certains événements. Voilà, ton mal de dos aussi quand tu étais plus jeune, le message qu'il y avait derrière. Et ces inondations, bon, mais voilà, comment on fait pour réagir à ça, sachant qu'on ne peut pas le changer, l'acceptation et de rebondir derrière, c'est des belles choses que tu nous as partagées. Est-ce qu'avant de se quitter, tu voudrais rajouter quelque chose ? Ben en fait, moi, ce que j'aurais envie de partager, ce serait de dire qu'on a tous les outils à l'intérieur de nous, hein, parce que c'est bien que j'ai été faire des week-ends de développement, des choses comme ça, et je continue encore d'en faire. Pour moi, c'est important parce que ça m'aide toujours justement à utiliser ces outils-là qui sont à l'intérieur de nous et que c'est tellement accessible. On a souvent cette tendance-là dans la société de chercher le bonheur à l'extérieur, d'aller chercher des choses qui nous comblent, mais c'est toujours de façon éphémère. Mais quand on découvre justement ces outils-là à l'intérieur de nous, bien, on vient justement établir quelque chose. Et ensuite, c'est de le cultiver tout simplement. Oui. Alors, on découvre des outils, oui, on parlait de la paix intérieure, le calme qui est à l'intérieur de nous, comment réagir face aux choses, de prendre notre responsabilité, mais on trouve aussi l'amour de soi. Et c'est là où est-ce que le doute de moi a été transcendé à travers la pleine conscience. Oui. Ah, ben super, merci oui! pour ce moment de partage. Je pense que voilà, les auditeurs là ont plein d'idées pour travailler s'il y a des choses à travailler. Et puis, j'ai envie de te souhaiter une très belle fin de journée. Nous, ici, au moment où on enregistre, moi, je suis sur la fin de la journée, mais toi, tu es sur la fin de matinée. Donc, oui!
Donc, profitons du temps qu'on a, allons nous ressourcer, allons passer du temps avec nos amis ou tout seul aussi, hein, se faire un bon petit repas, un bon petit bain. Exact, un bon petit moment pour reconnecter avec soi. Oui. Belle fin de journée, Marie-France, et à très bientôt. Merci Virginie, Au c'était un revoir, plaisir. chers auditeurs. Oui, un grand plaisir. Merci à toi. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Véronique. Elle nous parlera de sa formation en Gestalt thérapie qui l'a aidée à se comprendre. On parlera de la responsabilité qui permet de se choisir et d'accueillir, assumer et aimer pleinement qui on est. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.